54 millions de dollars. C'est le prix de la pub la plus chère de l'histoire. Nicole Kidman et Rodrigo Santoro, habillés par Karl Lagerfeld, filmés par le réalisateur de Moulin Rouge dans un mini-film de 2 minutes qui dépeint leur idylle impossible. Tout ça pour promouvoir l'iconique Chanel numéro 5. Et oui, dans le luxe, on ne compte pas. D'ailleurs, des pubs du genre, ils en ont fait plein. Elle, c'est juste la plus chère. La pub était faite pour passer dans les cinémas avant certains films choisis avec précaution. Et vu le budget, possible que la pub ait coûté plus cher que certains longs métrages qui se jouaient après. Ces publicités qui ont sauvé une industrie. La pizza est en carton, ça a pas de goût, c'est ennuyeux, c'est même pas du vrai fromage. Les pizzas surgelées sont mieux. Ces tweets de clients, ils viennent d'une campagne de pub produite par Domino's. Et la pizza qu'est critiquée, c'est la leur. À la fin des années 2000, après presque 50 ans d'existence, Domino's allait pas super bien. C'est simple, dans les sondages, leur pizza était considérée comme la moins bonne de toutes les chaînes des USA. Ils prennent alors une décision, changer complètement la recette. Nouvelle pâte, nouvelle sauce, nouveau fromage, et avec ça, une campagne de pub avec un mot d'ordre. On sait que nos pizzas sont nulles, alors on les rend meilleures. Et vous savez quoi? Eh bah ça marche. En un an, Domino's double ses bénéfices. Aujourd'hui, c'est la plus grosse chaîne de pizza au monde. Mais il n'y a pas forcément besoin de transformer un produit pour qu'une campagne marketing fonctionne. Parfois, faut juste changer le point de vue du consommateur. Un des exemples les plus célèbres, c'est la campagne de Volkswagen dans les années 60. Think Small. À l'époque où aux USA, la mode c'était les grosses voitures familiales, la firme avait un peu de mal à vendre ses Volkswagen Beetle. Pas trop cher, fabriqués dans d'anciennes usines allemandes. Leur idée révolutionnaire, ça a été de vendre autre chose que le produit. Une esthétique, une façon de penser. De faire des pubs dont on parlerait au bureau ou entre amis. Et ils vont décliner ça avec beaucoup d'autodérision. C'est moche, mais ça vous y amène. S'il y a plus d'essence, c'est facile à pousser. Le succès est immédiat. La campagne est d'ailleurs souvent citée comme une des plus géniales du XXe siècle. Beaucoup plus récemment, on a eu un phénomène similaire avec Old Spice, une vieille marque de produits de beauté pour hommes qui parlait plus trop aux jeunes. Il leur a suffi d'une bonne campagne de pub pour changer ça. L'homme que votre homme pourrait sentir. Le principe, un beau mec s'adresse directement aux femmes dans une pub déjantée pour leur dire « Votre homme me ressemble pas, mais on peut sentir pareil ». C'est un carton absolu. À partir de là, ils décident de tout miser sur l'humour, leurs pubs font des dizaines de millions de vues sur YouTube, et la vieille marque se refait une jeunesse. Mais dans le genre, la plus iconique c'est celle de Marlboro. Dans le temps, la marque était plutôt vendue aux femmes et leurs cigarettes décrites comme douces. Dans les années 50, les dangers du tabac commencent à faire du bruit. Alors certaines marques sortent des cigarettes avec un filtre, histoire de faire bonne figure. Les hommes étaient d'accord pour changer, mais pas au prix de fumer des clopes féminines. Alors Marlboro appelle Léo Burnett, le papa de Tony le Tigre et du géant vert, pour leur trouver une idée. Leurs concurrents vantent les mérites technologiques de leur filtre. Alors Léo décide de jouer sur l'image et ils inventent le Marlboro Man. Les pubs montrent de vrais mecs bien virils, marins, hommes d'affaires, militaires, mais surtout des cow-boys. Ça marche beaucoup trop bien. En 2 ans, Marlboro fait plus 300% de revenus. Dans les années 90, une étude montre que 92% des enfants connaissent le Marlboro Man et 40% d'entre eux trouvent que ça donne envie de fumer. Ça va pousser le gouvernement américain à trouver un arrangement pour empêcher les marques de tabac de faire des pubs qui peuvent toucher les enfants. Le point commun avec toutes ces marques, c'est la façon dont leurs pubs ont changé l'opinion des gens. Mais aucune n'a réussi un tour de force aussi incroyable que celle de De Beers. Tout commence dans les années 1860 avec la découverte de diamants en Afrique du Sud. Avant ça, on en trouvait surtout en Inde et au Brésil, mais là, ça change tout. Parce que des diamants, il y en a beaucoup. Très vite, les mines se multiplient. Vous en connaissez peut-être certaines, comme le Big Hole, cet immense trou de plus de 200 mètres creusé à la pioche, duquel on a extrait près de 3 tonnes de diamants. Le problème, c'est qu'autant de diamants sur le marché, c'est pas bon pour les affaires. À l'époque, le seul intérêt de ces pierres, c'était leur rareté. Alors, les exploitants fusionnent tous ensemble en une grosse entité. De Beers Consolidated Mines. L'objectif, avoir le monopole, et donc contrôler le nombre de petits cailloux blancs sur le marché.
Et ça marche. Jusque dans les années 2000, De Beers va contrôler plus de 80% de la production mondiale. Mais il faut quand même que les gens en achètent. Dans les années 30, 3/4 de leurs diamants sont vendus aux USA pour être mis sur des bagues, souvent de petites pierres de mauvaise qualité. C'est là qu'ils ont l'idée du siècle, les transformer en un symbole. Ils misent tout là-dessus. Le diamant va devenir la pierre des amoureux. On en donne aux stars de cinéma pour qu'elles fassent la une des journaux. On en fait des affiches, des photos, même des conférences dans les universités pour en parler. Plus la gemme est grosse, plus fort est l'amour. Le succès est fulgurant. En 40 ans, les ventes aux USA passent de 23 millions à 2,1 milliards de dollars. Au Japon, le nombre de bagues de fiançailles en diamant passe de 5 à 77%. Diamonds are forever. Les diamants sont éternels. C'est leur slogan. Non seulement ils durent pour toujours, mais un diamant, ça ne se revend pas. De Beers contrôle à la fois l'offre et la demande, alors les prix s'envolent artificiellement. Ça devient même une source d'investissement comme l'or. Aujourd'hui, leur monopole a disparu après de nombreuses interventions de la justice, mais ça n'empêche pas la bague en diamant d'être toujours dans les esprits. Vous avez peut-être même une grand-mère qui vous en a légué une, sans savoir que cette tradition ancestrale n'a même pas 100 ans. L'origine des plus grands slogans. I Want You, de loin la campagne de recrutement la plus célèbre. Le texte, le doigt qui vous suit, elle a même marqué pour toujours l'apparence de l'oncle Sam. D'ailleurs son visage, c'est celui de James Flagg, l'artiste qui a peint l'affiche, drôle de façon d'atteindre la postérité. Surtout, c'est pas l'idée originelle. Aussi iconique qu'elle soit, c'est une inspiration directe de cette affiche imprimée 3 ans plus tôt en Angleterre. Elle représente Herbert Kitchener, le ministre de la Défense anglaise lors de la Première Guerre mondiale. Cette affiche va devenir un symbole du conflit, carrément élevé au rang d'iconique. Pourtant, des posters mettant en scène l'officier, il y en a eu plusieurs. Et apparemment à l'époque, celle avec le doigt tendu était pas du tout populaire. Certaines sources disent carrément qu'elle est elle-même inspirée d'une publicité pour des cigares américains. Ces célébrités, elle la doit avant tout aux divers reportages qui l'ont utilisée plus tard pour illustrer 14-18. Ce serait pas la première fois, la très célèbre affiche We Can Do It, aujourd'hui un symbole du féminisme, a connu la même histoire. On pense souvent que le gouvernement américain l'avait affichée partout dans les usines pour remotiver les femmes ouvrières durant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, c'était une petite initiative. Dans quelques usines, c'était une affiche parmi plein d'autres. Elle a été redécouverte dans les années 80, puis utilisée à outrance dans la publicité. Car la vérité, c'est que c'est difficile de savoir d'où vient un concept ou une idée, tant les origines sont parfois improbables. Par exemple, le fameux Just Do It de Nike, on a envie de croire que c'est une phrase inspirante prononcée par un capitaine ou un entraîneur. Mais non, l'idée vient des derniers mots d'un condamné, Gary Gilmore. En juillet 1976, il va faire 2 victimes lors de vols à main armée. Rapidement, il est dénoncé par sa cousine et finit derrière les barreaux. Pendant le procès, il tente de passer pour un fou, sans succès. Il est condamné à mort. Ce qui le rend célèbre, c'est qu'une fois sa condamnation prononcée, il n'essaye pas de s'en sortir. Il fait pas appel, tente pas de négocier le verdict, il se plaint même des associations anti-peine de mort qui repoussent son exécution. Pour lui, ça ne sert à rien d'attendre indéfiniment en prison, il veut en sortir et vite. Il fera même 2 tentatives pour mettre fin à ses jours prématurément. Finalement, en 1977, il se retrouve devant le peloton d'exécution. Et quand on lui demande ses derniers mots, il répond « Let's do it ». C'est ça l'origine du slogan, il y a juste eu à changer un peu le premier mot et le tour est joué. En tout cas, c'est ce qu'affirme Dan Wisden, son créateur. La magie opère, Nike le combine avec les pubs qui s'adressent à tous les âges, genre ou ethnie, l'histoire fait le reste. On pourrait presque croire que toutes les bonnes idées viennent des USA. Regardez le fameux L'Oréal, parce que je le vaux bien. Utilisé depuis 50 ans, la marque est française, mais le slogan est américain, Because I'm worth it. D'après sa créatrice, Elon Speth, elle a eu l'idée sur un coup de tête, énervée de devoir toujours écrire des pubs s'adressant aux hommes. Et ça, même pour des produits féminins. Dans le même genre, je risque de vous décevoir, mais le fameux Nespresso, what else? Eh ben, il vient pas des USA. Il a été inventé pour le marché européen. Après tout, c'est Nestlé, donc c'est suisse. Avec George Clooney en égérie, c'était l'assurance d'une image classe. Au bout de plusieurs années, ils ont fini par l'utiliser aussi en Amérique, mais leur première campagne de pub aux US jouait sur le côté français pour être luxueux. Leur slogan, The Best Café, Yours. Toujours plus stylé quand c'est étranger. Faut dire qu'en France, on en a fait des slogans iconiques. Carglass répare, Carglass remplace. Cristalline, ça coule de source.
Petite dédicace à ceux qui ont connu le Sega C'est plus fort que toi dans les années 90 pour promouvoir la Mega Drive. Là encore, c'était réservé aux Français. Aux US, ils avaient des pubs où les intellos devenaient cool après avoir joué à Mortal Kombat et ça se terminait toujours par le fameux cri. Et si on s'en souvient, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Car finalement, c'est aussi ça l'objectif, marquer durablement les esprits. Les plus grandes rivalités. Je sais pas vous, mais moi, voir des grosses marques se taper dessus, c'est un petit plaisir coupable. Les champions du genre, c'est de loin les fast-food qui adorent taper sur McDo. Il y a quelques années, Burger King Londres a sorti la provoque ultime. Après avoir tapissé la ville de posters géants du Whopper, ils ont révélé que derrière chaque photo, il y avait un Big Mac caché. Tellement il est petit en comparaison. C'est juste un mini-événement de la guerre entre les deux marques. En Amérique du Sud, ils ont carrément sorti une application qui permet de brûler les pubs de McDo en réalité augmentée. Et si vous le faites, vous gagnez un burger. Pub à la fin du film Ça, pour dire méfiez-vous des clowns. Offrir des burgers à quelques centimes si vous commandez depuis un McDo. Filmer un Whopper moisir pour montrer qu'il est plus sain qu'un Big Mac. Ou carrément parodier les pubs des autres. Vraiment, il manque pas d'idées. Et ça dure depuis très longtemps. Déjà dans les années 70, le slogan de BK c'était « Fais-le comme tu veux » pour s'opposer au côté hyper standardisé du Big M. C'est en 1981 quand ils affirment dans un spot publicitaire que leurs burgers sont 20% plus gros que la guerre est définitivement déclarée. McDo va devoir les traîner en justice pour faire arrêter la diffusion. Un truc plutôt rare. Comme ils ont toujours été plus populaires, leur stratégie a souvent été de ne pas réagir. 3 ans plus tard, c'est Wendy's, une autre grosse chaîne de fast-food aux US, qui va frapper un grand coup. It's a very big fluffy bun. Where's the beef? Où est le bœuf? Une campagne simple où des grands-mères cherchent la viande dans le burger des autres marques. La phrase est carrément rentrée dans l'histoire. Pendant les élections présidentielles de 1984, Walter Mondale, l'un des candidats, l'a utilisé pour sous-entendre qu'un rival ne faisait que brasser du vent. When I hear your new ideas, I'm reminded of that ad. Where's the beef? Depuis, l'expression est restée. Généralement, c'est l'outsider, la marque qui cherche à prendre la première place du classement qui tente des coups de pub provocateurs. Par exemple, dans les années 80, Reebok était encore plus puissant que Nike sur le marché. Mais une fois rattrapé et dépassé, on filme des gens faire du saut à l'élastique et il y a que les Reebok qui tiennent au pied. D'autres ont tenté leur chance avec une pub bien iconique où on voit un homme courir dans le désert avec des Nike aux pieds, avant de découvrir que le caméraman qui le suit porte des Adidas. Mais évidemment, l'affrontement publicitaire qui représente le mieux ça, c'est Coca versus Pepsi. Déjà, parce que c'est dans l'ADN de Pepsi de courir après Coca. La marque a été fondée après. Au début du XXe siècle, elle a fait faillite 2 fois et propose même à Coca de les racheter, ce qu'il refuse. Heureusement, car la marque va se relever pour nous offrir une vraie guerre marketing. Elle débute sérieusement dans les années 70-80. Pepsi décide sérieusement de redorer son image. C'est à coup de campagnes de pub avec Michael Jackson ou de placements de produits dans des films à succès. Mais surtout le Pepsi Challenge, l'idée toute bête de faire goûter les sodas à l'aveugle aux gens pour que le résultat soit plus honnête. Et ça arrange bien Pepsi, un peu plus sucré que Coca, qui se retrouve souvent gagnant de ces démos. L'impact est tellement violent que non seulement goûter des sodas à l'aveugle c'est encore un truc qu'on fait aujourd'hui, mais surtout Coca perd des parts de marché. Panique et décide de changer la recette de son soda culte. Le New Coke arrive en 1985. Dans les tests, tout le monde le préfère à l'ancien. Sauf qu'une fois dans les rayons, dehors, c'est la révolution. Manif, lettre de mécontentement, jusqu'à 8000 coups de téléphone par jour. Et ouais, Coca, c'est un symbole, et les gens s'en moquent que le nouveau soit meilleur, ils veulent juste retrouver le goût original. 77 jours seulement après son retrait des rayons, le Coca original refait surface sous le nom de Coca classique. Pepsi profite de l'échec et font des pubs où ils en rigolent. Ils passent même devant Coca dans les ventes. Mais ça va pas durer longtemps. Finalement, le fail du New Coke va aider le vieux Coke à reprendre des couleurs. Les gens se remettent à en boire pour célébrer son retour et très vite, il reprend sa place d'icône. Une place qu'il ne perdra plus jamais. Malgré les tentatives répétées pour réitérer l'exploit du Pepsi Challenge, les campagnes de pub sont sympas, mais ne changeront jamais la donne. C'est fou de voir à quel point une idée, un slogan ou un logo peut durablement changer notre façon de vivre. Derrière ces petits morceaux d'histoire,
couloirs se cachent des habitudes alimentaires, des millions d'emplois, des combats politiques ou idéologiques et on l'a même vu, des histoires d'amour. La prochaine fois que vous y pensez, regardez autour de vous et dites-nous quelles publicités ont réussi à vous transformer sans que vous vous en rendiez compte. On a hâte de vous lire.